Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc effectivement, je vais vous parler là pendant 15 minutes des enjeux pronostiques et éthiques liés aux AVC les plus graves qu'on voit en réanimation. Et donc voilà, ça c'est mes liens d'intérêt potentiels. Donc il y a plusieurs manières de décrire comment on catégorise un AVC grave. Alors on peut décider que c'est un AVC en réanimation, et il y a une manière qui est faite assez habituellement, qui est de mettre ensemble les malades qui ont besoin d'une ventilation mécanique invasive au cours de la phase aiguë de l'AVC. Et si on les prend par ce prisme-là, vous voyez qu'il y a environ 12% des patients qui vont avoir besoin, tout AVC confondu, d'une ventilation mécanique invasive. Ce taux, il varie selon les types d'AVC, évidemment. Vous avez les AVC ischémiques sont un peu moins pourvoyeurs de ce besoin, 8%, et puis c'est un tiers pour les AVC hémorragiques, que ce soit les hémorragies intracrâniennes ou les hémorragies sous-arachnoïdiennes. Alors, comme en nombre absolu, il y a plus d'AVC ischémiques que d'AVC hémorragiques, dans les séries d'AVC ventilés publiées, c'est en gros moitié-moitié. Pourquoi c'est intéressant de voir ces malades par le prisme de la ventilation mécanique? C'est que c'est un marqueur pronostique majeur. Alors, c'est pas forcément un effecteur, mais c'est un marqueur, en tout cas, très important. Vous voyez, c'est du PMSI américain, qui montre sur des centaines de milliers de malades admis pour AVC à l'hôpital, et que finalement, eh bien, quand on n'a pas de marqueur de ventilation invasive au cours du séjour, c'est moins de 10% de mortalité, et dès qu'on est ventilé, quelle que soit la raison, c'est 50% de mortalité. Cet effet, on le retrouve quel que soit le sous-type d'AVC. Donc il y a un pronostic qui est particulièrement mauvais chez les malades, un pronostic en termes de survie, là je parle pour l'instant, qui est particulièrement mauvais dès qu'on a besoin d'une ventilation mécanique invasive. Ça, c'est des données d'une cohorte française de un peu plus de 400 malades qui sont ventilés dans les 24 heures de l'admission en réanimation à la phase aiguë de l'AVC. Et vous voyez que les chiffres sont assez mauvais. Bon, le gros de la mortalité se fait dans les 60 premiers jours, surtout même les 30 premiers jours. Et quand on regarde à un an, c'est 33% de survie pour les AVC ischémiques et puis plutôt 20% pour les AVC hémorragiques. Alors, ça, c'est des données qui sont un petit peu anciennes maintenant et qui ne concernent que des malades de réanimation médicale ou de réanimation polyvalente à orientation médicale. Et donc, si on prend, donc c'est la seule incartade vers SPICE que je vais vous donner, c'est que si on prend la mortalité à un an des patients, disons, toute filière intégrée récente, AVC ventilé, c'est plutôt entre 40 et 50% de mortalité. Donc, la mortalité est un petit peu meilleure que les chiffres que je vous montre, mais néanmoins, ça reste des chiffres quand même assez sombres. Alors, les facteurs pronostiques, il y a énormément de données sur les facteurs pronostiques des AVC en général. Je vous en montre quelques-uns, mais je n'ai pas la prétention d'être exhaustif. C'est pour vous donner un peu une idée générale. Donc, ça, c'est des facteurs indépendamment du problème de la réanimation. Donc, c'est l'âge, les comorbidités. Évidemment, les éléments qui pèsent lourd, c'est la dépendance pré-AVC. Et puis, l'entourage est aussi assez important. Le type d'AVC, vous allez voir, vous avez vu sur les courbes de survie que quand on a un AVC ischémique, la survie, elle est quand même globalement meilleure que pour les AVC hémorragiques. Et puis ensuite, pour chaque sous-type d'AVC, vous allez avoir des critères différents, mais globalement, vous avez des échelles qui peuvent vous aider à vous orienter en termes de pronostic. Et puis, vous avez le volume de l'AVC, la localisation. Et ces deux éléments, volume-localisation, ils vont un peu déterminer les potentielles complications, que ce soit les transformations hémorragiques pour les ischémiques ou éventuellement les HTIC, l'engagement, la récidive d'hémorragie, les hémorragies intraventriculaires, etc. Donc ça, c'est des éléments qu'il va falloir mixer entre eux. Et ce que je voulais vous montrer avec cette diapo, c'est que les éléments, il faut les intégrer les uns par rapport aux autres et essayer de faire une synthèse en fait des éléments que vous avez. Par exemple, le NIHSS dont on a parlé à plusieurs reprises, donc je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais donc en gros c'est un examen neurologique coté. En réanimation, il n'est pas très utile parce que le malade arrive avec un trouble de vigilance et en général, on ne peut pas faire un examen. On peut faire un examen, mais il n'est pas très poussé neurologique. Donc le NIHSS est rarement utilisé à l'entrée en réanimation. Par contre, dès qu'un malade avec un AVC ischémique voit un neurologue dans le cadre d'une alerte thrombolyse, il a un NIHSS qui est fait. Donc vous avez cette information, et ça c'est une étude qui regarde le parcours des malades qui vont d'abord en ISINV suite à un AVC, et puis qui viennent en réanimation dans un second temps. Et on voit que le NIHSS à l'admission en USINV et le Glasgow à l'admission
en réanimation sont indépendamment l'un de l'autre liés au pronostic à J90. Et ce qu'on peut regarder, c'est que en fait, les malades qui ont des AVC considérés comme très graves, c'est-à-dire supérieur à 15, et bien finalement, quel que soit le Glasgow, quel que soit le trouble de vigilance, le pronostic il n'est pas très bon, sauf pour les 14-15, on peut discuter. Alors que si le NIHSS d'emblée est pas bon, est bon, pardon, excusez-moi, et bien finalement, on arrive même avec des malades avec des troubles de vigilance qui peuvent être assez profonds, jusqu'à un Glasgow 8, on peut avoir encore un pronostic à J90 qui est pas si mauvais. Donc l'idée, c'est voilà, il faut intégrer les différents éléments qui surviennent au cours du séjour du malade et les relativiser les uns par rapport aux autres pour arriver à une décision de pronostication in fine. Alors, je vous montre pas, mais il y a des scores pour tous les types d'AVC, le score ICH, le WFNS, le NTS, il y en a encore plein d'autres. Vous les regarderez si ça vous intéresse, mais je voudrais juste attirer votre attention sur ces scores pronostiques, et ça va faire un lien avec la deuxième partie de la présentation sur les limitations. C'est que les malades neurolésés, c'est des cohortes avec des hauts niveaux de limitation ou d'arrêt thérapeutique. Et donc il y a un risque de prophétie autoréalisatrice liée à ces scores pronostiques qui sont basés sur ces populations qui contiennent des malades avec limitation. Et ça, la prophétie autoréalisatrice, c'est aussi ce qu'on appelle le raisonnement circulaire, c'est que en fait, votre croyance, là, en l'occurrence, c'est le score pronostic, vous dit que votre maladie il a un mauvais pronostic. Ça va influencer votre comportement. Vous allez décider d'une limitation, voire d'un arrêt thérapeutique. Et cette limitation, cet arrêt va influencer le résultat, c'est que votre malade il va décéder. Et votre malade est décédé, il va conforter la prédiction de votre score pronostic, et vous allez être content de vous. Mais en fait, voilà, il faut faire attention à ces raisonnements qui sont probablement assez prévalents dans le domaine de la neuropronostication. Et donc ces scores doivent uniquement vous aider à la décision, mais ils ne doivent pas être le seul élément de décision. Si on prend l'accord des malades ventilés, les 400 et quelques malades ventilés à l'admission en réanimation, voilà, là on se positionne plus sur les AVC en général, mais c'est l'AVC qui va avoir besoin d'aller en réanimation, qui va être intubé. Quels sont les facteurs associés à la survie à 1 an? Et bien finalement, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est quand même intéressant à regarder. Donc l'âge, ça joue bien sûr. Le type d'AVC, ça je vous l'ai montré, ça joue. C'est intéressant de voir que si votre patient va pouvoir bénéficier d'un traitement de phase aiguë de l'AVC, ça a été évoqué dans les 3 topos précédents, c'est un facteur de bon pronostic, de meilleur pronostic à 1 an. Et puis sur les variables d'admission en réanimation, finalement, je vous ai dit, c'est intéressant de prendre les malades par le prisme de la ventilation mécanique, mais en fait, c'est un groupe assez hétérogène, et selon le motif d'intubation, eh bien en fait, le pronostic ne sera pas forcément toujours aussi bon. Je vais vous montrer une courbe après qui sera plus parlante. Le Glasgow pèse toujours très lourd, comme dans toutes les études sur les malades neurolésés en réanimation. Voilà, ça ne nous apporte pas énormément d'informations. Et puis, les défaillances extra-neurologiques sont aussi un facteur de mauvais pronostic à 1 an. Donc ça, c'est pour vous remontrer les courbes de survie en fonction du motif d'intubation. Alors, si on enlève les extrêmes, c'est-à-dire procédure élective type intubation pour thrombectomie ou arrêt cardiaque, qui sont vraiment des cas très particuliers, finalement, si vous intubez un malade sur un trouble de vigilance après une crise convulsive, c'est probablement de bien moins mauvais pronostic que si vous l'intubez sur un trouble de vigilance en lien avec l'AVC lui-même, avec la destruction de la structure cérébrale. Donc ça, c'est aussi un élément qui doit vous orienter quand vous êtes en phase de décision sur faut-il intuber ce malade avec un AVC ou pas. Ça peut avoir éventuellement un rôle. Donc finalement, la trajectoire du malade, elle est comme ça. L'AVC, prise en charge médicale, à toutes les étapes, on fait de la neuropronostication, même sans le vouloir presque. Et en fait, il va y avoir la prise en charge neurologique, dont on a beaucoup parlé, les traitements de phase aiguë. Votre malade, à un moment ou à un autre, il va s'aggraver pour une raison ou une autre. Il va être intubé, puis ensuite il y aura la prise en charge réanimatoire. Des complications neurologiques peuvent survenir à cette phase-là, des complications extra-neurologiques. On sait que les pneumonies post-AVC sont des facteurs de mauvais pronostic, par exemple. Bon, voilà. Et en fait, ce qui va aussi peser énormément dans le pronostic de votre patient, c'est les décisions des limitations et d'arrêt des traitements. Elles peuvent survenir à plein de moments au cours du séjour. Elles peuvent survenir dès l'arrivée du malade à l'hôpital, au moment de discuter de l'admission du malade en réanimation, ou au contraire, après plusieurs jours de réanimation au cours du séjour. Ces limitations, c'est un élément majeur du pronostic. Vous voyez que chez quasiment 300 malades intubés ventilés pour AVC, la mortalité, si on n'a aucune limitation, c'est 45 en réa et 64 à 1 an. Dès qu'on est avec une limitation ou un arrêt thérapeutique, on est déjà quasiment à
100%, on est 100% à un an et on est déjà à quasiment 95% et au-dessus dès la réanimation. Donc ça a un impact, et c'est normal, mais quand on regarde d'autres populations avec des limitations, le taux de mortalité suite à des limitations des arrêts thérapeutiques est plus faible que celui des AVC. Alors les limitations en population générale, c'est en gros 10-15%, et chez les neurolosés, c'est beaucoup plus fréquent. Vous voyez ici, dans la population de malades limités avec des AVC, eh bien, quand on les compare à des malades contrôle non cérébrolésés, vous avez entre 3,5 et 4 fois plus de chances de recevoir une décision de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur que je fais, hein. Je ne dis pas c'est bien, c'est mal, c'est juste, voilà, elles sont plus fréquentes. Elles sont plus fréquentes et aussi, elles ne surviennent pas à n'importe quel moment. Vous voyez que ça, c'est l'incidence des limitations au cours du séjour en réanimation. Et en fait, ça, c'est les malades non cérébrolésés. Quand on regarde les malades avec AVC ischémique, on voit que les limitations surviennent globalement dans les premiers jours. Hein. Ça commence dès les 48 premières heures et on revient vers J10 à des valeurs plus habituelles. Quand on prend les AVC hémorragiques, c'est encore plus important. Il y a une incidence la plus élevée, c'est dans les 48 premières heures. Et ça peut poser un problème, on va y venir. Et donc voilà, et donc cette incidence, elle est globalement plus élevée dans les 10 premiers jours du séjour. Alors, il faut faire attention aux limitations précoces, parce que c'est là où il y a le plus grand risque de prophétie autoréalisatrice. Ça, c'est une étude américaine où ils ont pris presque 300 malades avec des hémorragies intracrâniennes et ils ont regardé quel est l'impact sur la mortalité à long terme des décisions précoces de limitation ou d'arrêt thérapeutique. Donc là, en l'occurrence, c'était dans les 24 premières heures de l'admission. Et vous voyez que quand on a une limitation précoce, on a 2 fois plus de chances de mourir à long terme, indépendamment de la gravité de l'AVC, puisque c'était ajusté sur le Glasgow, sur le volume, sur la localisation et sur d'éventuelles complications. Donc il y a probablement un effet pronostic interne à la décision de limitation, et donc il faut faire attention à ces limitations un peu précoces. Donc l'incertitude pronostique à la phase aiguë, elle est très importante. Elle est d'autant plus importante qu'en fait, il faut séparer la survie, oui, non, le pronostic fonctionnel et la qualité de vie. Et plus on avance vers la qualité de vie, plus l'incertitude est importante. Donc ce que je vous disais, c'est que les modèles pronostiques sur lesquels on se base, ils sont liés ils ont été construits sur des populations avec des très hauts niveaux de limitation. Donc il y a probablement de la prophétie autorisatrice, c'est ce que je vous expliquais. Et puis il y a d'autres éléments, et ça c'est la différence entre pronostic fonctionnel et qualité de vie. Ce qu'on appelle une des raisons, c'est le disability paradox. C'est que en fait finalement, à un pronostic fonctionnel équivalent, les gens vont le vivre plus ou moins bien. Donc c'est ça la qualité de vie. Et le disability paradox, ça c'est quand nous, valides, on projette sur nos patients ce qu'on pense que sera sa qualité de vie. Et en gros, quand on demande à des gens valides s'ils deviennent brutalement tétraplégiques, quelle sera leur qualité de vie, mon côté quelque chose d'assez mauvais. Et si on demande à d'authentiques tétraplégiques quelle est leur qualité de vie, la valeur sera bien plus élevée que ceux des valides qui s'imaginent tétraplégiques. C'est ça le disability paradox. Et donc ça va induire de l'erreur dans la neuropronostication. On va projeter nos propres conceptions de ce qui est la qualité de vie, ce qui est un handicap, etc. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que pronostic fonctionnel et qualité de vie, c'est 2 choses différentes. Et la qualité de vie, c'est ce qui est le plus dur à pronostiquer. D'accord ? Et donc, pour faire le lien, ce processus décisionnel de limitation, il est assez sensible au biais cognitif. C'est un biais cognitif, le disability paradox, par exemple. C'est des phénomènes qui sont souvent assez peu connus, même ignorés, et en particulier au cours des décisions de limitation ou d'arrêt des traitements qu'on fait dans nos services. Ce n'est pas spécifique aux malades neurolésés, néanmoins, c'est particulièrement important chez ces patients-là. Et donc, ça, si ça vous intéresse, c'est une revue faite par Benjamin Rowe il y a pas très longtemps, il y a quelques années, qui est assez bien faite, assez courte à lire, et il liste un peu tous les biais cognitifs qui peuvent survenir dans le cadre de la neuropronostication. Donc, les biais cognitifs, c'est un fonctionnement du cerveau qui fait qu'on fait des erreurs systématiques de jugement sur un élément de décision. Et donc, dans la neuropronostication, c'est assez important. Donc là, je ne vais pas vous faire la liste, évidemment, mais juste pour que vous compreniez, je vous en montre 2. Le biais de confirmation, par exemple, c'est que vous faites une hypothèse et vous allez vous pensez que votre malade va avoir un mauvais pronostic ou un bon pronostic, peu importe, et vous allez inconsciemment sélectionner, privilégier les informations qui vont conforter votre hypothèse initiale. Et à l'inverse,
les éléments qui vont aller contre votre hypothèse initiale, vous avez tendance à les diminuer, voire les négliger complètement. Donc ça, c'est un truc qu'on fait tous, hein. Mais le fait de le savoir permet de limiter un petit peu l'impact de ce genre de biais. Un biais qui ressemble un peu, c'est le biais d'ancrage, c'est quand vous avez la première information qu'on vous donne est souvent celle qui va avoir le plus de poids. Même si dans la suite de l'évolution, il va y avoir j'ai quasiment fini. Il va y avoir des modifications, des informations supplémentaires qui vont arriver. Et ben en réalité, vous allez avoir du mal à vous départir de votre première information. Voilà, donc ça, c'est des biais pour lesquels il faut vraiment, il faut essayer de les connaître, et il faut essayer de lutter contre eux. Donc en conclusion, en fait, je ne vous ai pas donné de recette, hein, mais c'est un peu fait exprès, c'est parce qu'il n'y en a pas. Le pronostic des AVC, donc, il s'améliore, il reste quand même sombre. L'évaluation pronostique, elle doit être multimodale, surtout quand on envisage le pronostic fonctionnel et la qualité de vie. Moi, je ne suis pas neurologue, hein, je suis réanimateur, et donc moi je vois plus les malades une fois qu'ils sortent de la réanimation, quand ils passent dans les filières de neurologie, les SSR, le retour à la maison, la consultation. Ça, c'est des choses que les neurologues voient et que nous on voit pas, et donc ils ont un input assez important, je trouve, dans la discussion sur la qualité de vie à long terme qu'on peut proposer à nos malades. Voilà, donc c'est ça l'objectif, pas la survie, c'est la qualité de vie. Bon, les limitations elles sont fréquentes au cours des AVC, ça je vous l'ai montré. Il faut faire attention à ces limitations. Je ne suis pas du tout contre les limitations, vraiment pas du tout. Simplement, il faut le faire dans de bonnes conditions, au bon moment. En cas d'incertitude, il n'y a pas d'urgence, il faut proposer une réanimation d'attente et se poser au calme. Et quand on est sûr de nous, poser ces limitations ou ces arrêts de traitement. Ça, c'est pour les discussions, si ça vous intéresse. Il y a probablement des nouvelles problématiques qui vont évoluer, notamment via le M3, hein, puisque le M3, c'est le Maastricht 3, c'est un malade neurolésé pour lequel il y a une limitation, un arrêt des thérapeutiques qui est posé. Il fait l'arrêt cardiaque, on lui met une espèce d'ECMO pour faire simple, on le canule, on l'assiste et il part au bloc se faire prélever ses organes. Donc il va y avoir une interpénétration entre les décisions d'arrêt des thérapeutiques et puis la potentialité de faire du PMO. Voilà, je vous remercie pour votre attention.